Bonjour, bonsoir, chers auditeurs. Ici Michael Cyr, préparateur physique et kinésiologue. Aujourd'hui, dans l'épisode du podcast, j'ai eu comme dans l'idée de faire un petit tutoriel sur la gestion de la planification en lien avec l'objectif. Donc, mon objectif, dans le fond, dans cet épisode, c'est surtout de réussir à vous faire incorporer une routine efficace en fonction de votre réalité, mais aussi en fonction de votre objectif. Donc, comment bien performer en vue de réussir vos objectifs. Dans l'épisode aussi, j'ai eu la chance de discuter avec un invité que ça fait quelques fois que j'envoie des courriels pour pouvoir l'avoir dans mon podcast. Il s'agit de Mathieu Desroches. Mathieu Desroches qui est d'ailleurs un expert en organisation et productivité personnelle. Il a aussi à sa barre le podcast Productif au quotidien que je recommande à tous. Pour l'épisode, dans la description, je vais mettre en lien son site internet, mais aussi le lien vers son podcast et j'espère que vous allez adorer autant que j'ai adoré découvrir cette personne et son contenu. Je vous souhaite à tous bon épisode et bienvenue à la barre haute. Donc, c'est sûr que je te remercie beaucoup de répondre à l'invitation encore une fois. Je trouve que c'est quand même un honneur de te recevoir, surtout par rapport au sujet que je t'ai proposé de discuter. Puis pour faire une histoire courte, juste pour faire un résumé pour les auditeurs, c'est que j'aimerais beaucoup aussi savoir les outils que tu pourrais conseiller pour bien performer en vue d'atteindre, bien sûr, un objectif qui est professionnel, mais surtout sportif. Comme tu peux le voir aussi, je t'avais préparé quelques questions pour bien t'orienter. Mais sinon, si jamais on déroge, il n'y a pas de problème. Fait que, est-ce que tu es prêt? Yes, moi je suis prêt. C'est bon. Donc, j'aimerais ça savoir, la première question, c'est comment tu as pu développer aussi une passion pour la productivité, puis aussi la gestion du temps? Donc, je sais quand même que tu as un podcast qui est productif au quotidien, si je n'avais pas déjà dit dans l'introduction. Donc, j'aimerais vraiment que tu me parles vraiment de ce cheminement-là qui t'a amené à ça. Yes, avec plaisir. Ben écoute, moi, cette passion-là, en fait, je l'ai découverte de façon un petit peu inattendue, dans le sens que quand j'ai commencé ma carrière, moi, à la base, je suis comptable de formation. Donc, j'ai un baccalauréat dans ce domaine-là. Je me dirigeais plutôt vers une carrière comme gestionnaire d'entreprise. J'avais des stages dans des grandes entreprises, tout ça dès mon jeune âge, à la fin de mes études à l'université. Donc, c'était pas le plan de carrière initial de me spécialiser au niveau de la productivité et de la gestion du temps, mais c'est un ensemble de facteurs qui m'ont amené dans ce domaine-là. Premièrement, c'était un besoin personnel que j'avais comme n'importe quel professionnel, tu sais, quand on commence une carrière et surtout quand tu as beaucoup de responsabilités à gérer, je sais pas pour toi, là, Michael, mais en tout cas, c'est pas des choses qu'on nous apprend à l'école, c'est pas des choses, on n'est pas formé là-dedans. Et donc, souvent, on se retrouve qu'on doit apprendre sur le tas comment gérer nos courriels, gérer notre temps, planifier. Tu parles de projet, d'atteindre ses objectifs. Oui, mais comment on fait concrètement? Qui m'a montré ces choses-là? Moi, dans mon cas, je n'avais aucune connaissance. Donc, à la base, mon intérêt pour ces sujets-là est né en fait d'un besoin. Je cherchais des solutions pour ma propre vie, ma propre carrière à l'époque, ce qui m'a amené vraiment dans une quête de me former intensément. Moi, je suis un gars intense dans la vie. Là, quand je décide que je veux apprendre quelque chose, je suis le genre de gars à me commander 30 livres d'un coup puis aller lire en l'espace d'une année. Tu sais. J'ai fait ça dans quelques domaines d'expertise, là, l'investissement immobilier aussi. À m'amener la piqûre me prend et paf, j'ai une passion pour ça. OK? Donc, tu vois, au début, c'était ma motivation. Plus je lisais là-dessus aussi, plus j'ai aimé le sujet, ma passion grandissait. Et le plus fou aussi, c'est que tu sais, je mettais des choses en pratique. Je lisais, je me formais, mais je testais des choses dans ma vie. Et les résultats, c'est que j'ai complètement métamorphosé ma propre productivité personnelle, du gars un petit peu dépassé par son quotidien, ses courriels, tout ça. Je suis devenu beaucoup plus en contrôle et davantage en mesure aussi d'accomplir mes projets, d'atteindre mes objectifs. Donc ça, c'est le premier volet. Puis le deuxième volet, c'est que, encore une fois, c'était pas prévu. C'est que alors que moi, j'expérimentais des bienfaits d'une meilleure productivité, d'une meilleure organisation dans ma vie, ben, des collègues de l'époque venaient me taper à ma porte. À l'époque, c'était des collègues de bureau qui me disaient: «Écoute, Matt, est-ce qu'on peut prendre 1 heure ensemble? J'aimerais ça que tu puisses me coacher, me donner deux, trois trucs pour mes courriels, mon organisation.»
Et j'ai vraiment aimé ça, tu sais, d'être dans la casquette du coach, du gars qui donne des conseils, qui accompagne des personnes dans ce domaine-là. Et pour faire une histoire courte, c'est ça qui a initié mon cheminement. Et après ça, ben, sur plusieurs années, j'ai décidé vraiment d'en faire comme mon métier, une entreprise. Je me suis formé pendant plusieurs années. J'étais allé chercher des accréditations professionnelles et aujourd'hui, je gagne ma vie avec ça, là. OK, puis quel genre d'accréditation que tu es allé chercher, en fait? Je suis vraiment curieux, par rapport à Ouais. ça. Donc, mettons au Québec ou au Canada, dans le monde, peu importe. Ouais, ben, écoute, initialement, il y a rien encore aujourd'hui à ma connaissance au Québec. Donc moi, je me suis tourné du côté des États-Unis. Il y a une formation, en fait, c'est un nom compliqué, là, ça s'appelle la NAPO, National Association of Productivity and Organizing Professional. Donc, c'est une organisation certifiante, dans le fond, que tu fais un petit cursus avec eux, quand même assez simple, qui te permet d'être un membre accrédité de ça. Donc, ça te permet d'exercer, dans le fond, le rôle de formateur, coach dans le domaine de l'organisation. Ils ont différentes branches, là. Par exemple, ils ont ce qu'on appelle en anglais des home organizers, donc des personnes qui font de l'organisation de domicile, d'espace de travail, mais ils ont OK. aussi tout un aspect plus organisation au niveau de ton temps, de ton horaire, tout ça. Moi, c'est plus le cursus que j'avais fait. Parallèlement, moi, je suis un grand fan, on va parler d'applications et d'outils, là, je pense dans tes questions tout à l'heure. Moi, je suis un grand fan de l'application Evernote et quand on retourne quelques années en arrière, Evernote, c'était l'application de l'heure au niveau de la gestion de temps, tout ça. Donc, j'ai aussi fait une OK. certification pour devenir consultant certifié par Evernote, ce qui m'a ouvert quand même des belles opportunités là, parce que les gens me demandaient de la consultation, de la formation sur ça, fait que j'ai pu avoir ça. Au bout de plusieurs années, écoute, ça a pris plusieurs années après, quand j'ai cumulé un certain nombre d'heures d'expérience en tant que coach, formateur, tout ça, j'ai pu aussi faire les démarches pour devenir un organisme de formation accrédité par Emploi Québec. Pour être éligible à ça, dans le fond, il faut que tu aies vraiment cumulé plusieurs heures de coaching, que tu puisses le prouver aussi, là. Donc aujourd'hui, je suis un OK. organisme certifié par Emploi Québec. Ouais. OK, donc l'organisme en tant que tel, tu le nommerais en fonction de ton nom, en fonction de Ben, en fait, c'est la Commission des partenaires du marché du travail du Québec. OK. Alors moi, mon titre, c'est je suis un organisme de formation reconnu par la Commission des partenaires du marché du travail. Autrement dit, je suis un formateur certifié par Emploi Québec, en quelque sorte, là. OK. Puis pour revenir à Evernote, c'est sûr que j'ai entendu beaucoup, dans ton podcast aussi, par rapport à ça, mais pour les auditeurs, mettons, qui connaissent peut-être pas ce podcast-là, donc la comparaison, mettons, avec les systèmes qu'on connaît, qui sont plus accessibles de bureau, ce serait quoi la comparaison que tu pourrais faire? Ouais, Evernote, ça serait l'équivalent, peut-être, tu sais, ceux qui sont sur la suite Microsoft Office, là, Outlook et tout ça. OK. Mettons OneNote, ça te dit-tu quelque chose, l'application OneNote? Quand même, mais je te dirais que j'utilise plus ou moins. Je vais être OK. honnête complètement. Ben, parfait. Fait que OneNote serait, mettons, ben, c'est le compétiteur d'Evernote, version Microsoft. Et tu as aussi aujourd'hui, tu as peut-être entendu parler aussi, l'application Notion, là, qui est comme très, très populaire aussi. Là, Notion, depuis les 5 dernières années, là, c'est dans le même genre. En fait, c'est ce qu'on appelle des outils de prise de notes tout en un. Donc, ça te permet OK. d'organiser pas mal tout type de données en lien avec ta vie. Donc, tu sais, tu peux penser à tes tâches, tes projets, des notes, des idées, de la recherche, par exemple. Dans ton domaine, je ne sais pas, toi, tu fais de la recherche au niveau de certains programmes d'entraînement ou sur le jeûne intermittent. Puis là, tu tombes sur plein d'articles sur le web qui t'intéressent. Ben, avec des applications comme Mmh. Evernote, tu peux importer tout ce contenu-là dans l'application, la classer dans des dossiers qui vont te permettre de la retrouver facilement. Donc, en gros, la promesse d'une application comme Evernote, c'est de pouvoir créer ce que j'appelle un deuxième cerveau, dans le fond. OK, parfait. Puis écoute, pour entrer dans le vif du sujet aussi, j'aimerais ça on passerait tout de suite à la deuxième question si tu es prêt. Ouais. Donc, écoute, j'aimerais savoir aussi, selon toi, quelles seraient peut-être les questions que tu te poses avant de planifier en fait, de faire ta planification de ta semaine ou de ton prochain mois en vue d'incorporer, mettons, de l'entraînement ou encore d'autres tâches en fonction de ton objectif? Oui, absolument. Ben, écoute, moi, mettons, pour ce qui est de la planification, comment je procède, c'est que j'ai déjà une étape qui facilite beaucoup mon travail de planification hebdomadaire. Oui, c'est sûr que j'ai une discipline
qui est de planifier chaque semaine ma semaine, en fait, avant que celle-ci commence. Donc ça veut dire que quelque part entre le vendredi après-midi et, mettons, au plus tard, là, le lundi matin, première heure, ben, je vais prendre plus ou moins 30 minutes pour planifier toute ma semaine en détail. Cela dit, je pars jamais de zéro quand je fais ma planification de la semaine parce qu'il y a une étape préalable que je fais qui est ce que j'appelle d'établir une semaine type, une semaine idéale. Une semaine idéale, c'est quoi? C'est, dans le fond, tu réponds à la question: quel serait le meilleur aménagement possible de mon emploi du temps pour me permettre d'atteindre tous mes objectifs? Ce qui veut dire que là, tu as un podcast qui parle de sport principalement, d'entraînement, tout ça. Donc, quelqu'un qui veut faire du sport puis incorporer l'activité physique à son quotidien, ben, ce serait déjà de commencer par te poser la question à savoir, OK, ben, mettons, mon objectif, c'est de m'entraîner 4 fois par semaine. Quel est le meilleur moment dans un monde idéal pour faire mes séances? Est-ce que c'est le lundi midi, ensuite le mardi 17h après le travail, jeudi 17h et puis un autre entraînement le samedi matin? Si oui, ben à ce moment-là, dans ta semaine idéale, tu incorpores tout de suite ces habitudes-là qui sont des objectifs personnels. Et le même principe s'applique dans ton travail. Par exemple, si toi, au bureau, faut que tu travailles sur un projet X ou que tu accomplisses un certain type de tâche, mais c'est de te poser la question, c'est quoi mes heures les plus productives dans ma semaine? Et à ce moment-là, je vais peut-être essayer d'aller bloquer en priorité mes heures productives pour m'adonner à mes tâches à haute valeur ajoutée ou encore les objectifs, les projets que je poursuis, que ce soit au travail, dans ta vie personnelle, etc. Donc, moi, je fais ma semaine type et un coup que tu as fait ce genre d'exercice-là, une semaine type, ben, tu as comme un modèle à reproduire. Ce qui veut dire que quand j'arrive au début de ma semaine réelle, ben, je me réfère toujours à mon emploi du temps idéal et j'essaie le plus possible de planifier chacune de mes semaines en m'alignant à mon idéal. Ce qui veut dire que si dans mon idéal, c'est de m'entraîner les lundis, les jeudis, les mardis et les samedis, ben, quand je fais ma planification réelle, ben, j'essaie le plus possible d'aller bloquer mes séances de sport à ce moment-là. Et évidemment, par contre, il faut s'adapter à la réalité de la semaine, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une semaine que tu vas arriver que le jeudi, tu as un déplacement professionnel, tu es à l'extérieur du bureau et donc c'est pas possible de faire ta séance de sport. Ben, à ce moment-là, tu essaies tout de suite de la replanifier. OK, je ne peux pas m'entraîner jeudi. Est-ce qu'il y a une possibilité de le faire vendredi? Est-ce que je peux le faire mercredi? Ainsi de suite. Donc ça répond à la OK. première partie de la question. Je ne sais pas si tu voulais rebondir avant que je continue par rapport à ça. Non, mais écoute, tu l'expliques très bien, mais moi, la question que je me pose aussi par rapport à ça, c'est que au niveau de ta semaine type, si est-ce que la semaine type, normalement, est-ce que c'est toujours en fonction, c'est sûrement toujours en fonction aussi d'un objectif précis que tu dois atteindre, mais est-ce que ça a rapport aussi, mettons, la semaine, mettons les quatre prochaines semaines, c'est toujours la même type de semaine que je vais aller chercher au niveau idéaliste ou ça peut dépendre encore des périodes Ben, de l'année? oui, 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 absolument. Ça peut dépendre des périodes de l'année. En général, la semaine type, moi, je conseille à mes clients de le faire au minimum 4 fois par année, c'est-à-dire une fois à chaque début de trimestre. OK. Donc, mettons, en début janvier, je conseille de se faire une semaine type qui va s'échelonner à peu près de janvier jusqu'à la fin du trimestre. Pour le deuxième trimestre, tu t'en refais un autre, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que, ben, comme tu dis, notre vie change pendant l'année et selon les saisons, on n'a pas le même type d'emploi du temps. Tu sais, en général, l'été, je ne sais pas pour toi, mais moi, de mon côté, je tourne un petit peu plus au ralenti. Des fois, contrairement à, mettons, une période comme le mois de septembre, mois d'octobre, là, je suis à fond dans des gros projets, du gros travail. Donc, oui, c'est important d'adapter sa semaine type selon les saisons de l'année et selon les objectifs que tu poursuis. Tu sais, si tu as un objectif qui est très intense, mettons, pour 2 mois, peut-être que tu pourrais te faire une semaine type pour 2 mois pour te permettre, pour maximiser tes chances, tu sais, d'avoir le temps de travailler sur ton objectif, de le passer en priorité. Et un coup que l'objectif est atteint, à la fin du 2 mois, tu pourrais refaire une semaine idéale en fonction, en fait, du nouvel objectif que tu vas poursuivre. Ah non, écoute, c'est un bon truc parce que, écoute, dans mon domaine, je te dirais que les gros moments charnières pour des clients au niveau d'entraînement, préparation physique, c'est surtout lors de la résolution du mois de janvier, qu'on connaît tous, que là, on dit OK, c'est beau, là, je me reprends en main, puis ainsi de suite. Puis malheureusement, ce qui arrive aussi, juste en faire parler avec ça, c'est que des fois, c'est dur à maintenir la motivation. Puis c'est le même principe aussi quand tu retournes de vacances.
mettons en septembre aussi. Ça, c'est vraiment les 2 moments charnières aussi, parce que là, le monde, on voit qu'ils se reprennent en main puis qu'ils veulent continuer. Puis je pense que puis en fait, je pense. Je considère aussi quand même, comme tu dis, de déplacer ces périodes d'entraînement ou d'exercice en vue de son objectif aussi. Mais si je peux faire un rebond là-dessus, c'est aussi d'assumer que ce n'est pas la fin du monde également si jamais une journée que tu es trop chargé et que tu n'as pas le temps de le faire. Parce que si jamais, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, si jamais, mettons, je décide de le faire le vendredi ou le samedi pour me reprendre, mais peut-être que ça pourrait te créer du stress. Puis encore là, on n'est pas mieux parti si jamais ça te stresse de vouloir t'entraîner ou d'essayer de remplir ton objectif le plus possible. Mhm. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ben oui, ben tu sais, c'est sûr que la clé avec tout ça, tu sais, fixation d'objectifs, planification, ça reste quand même la flexibilité. Faut jamais tomber dans un extrême où est-ce que tu es comme pogné dans une structure, là, si je peux le dire comme ça, là, dans le sens que, ben écoute, j'ai mis dans ma semaine type qu'il faut que je m'entraîne là, mardi, jeudi. Et puis que là, tu te mets tellement de pression pour faire ton entraînement qui t'en perd le plaisir, ça te met du stress, tu te sens un petit peu les mains liées. Ça, pour moi, c'est la limite là, de tout ce qui est planification, gestion du temps. Il faut faire très attention à ne pas tomber dans cet extrême-là. Il faut vraiment plutôt voir tous les outils de gestion de temps, de productivité. Il faut vraiment le voir comme un outil qui nous permet de mettre toutes les chances de notre côté pour faire passer nos vraies priorités en numéro un. Donc, si faire du sport, pour prendre cet exemple-là, si c'est ça ma priorité, ben, je veux utiliser des outils de planification et de gestion de temps comme la semaine idéale, comme la planification hebdomadaire pour m'assurer que je bloque tout de suite du temps pour ces choses-là, sachant que c'est important pour moi. Et non pas d'y aller un peu les yeux fermés, parce que ça, c'est le danger, là, surtout dans le contexte de faire de l'activité physique. Tu sais comme moi que si, par exemple, tu suis un programme d'entraînement avec quatre séances par semaine, si tu ne vas pas concrètement les planifier, les prévoir, ben, il y a de très fortes chances qu'il y ait toujours quelque chose qui arrive, ça ne te tente pas, tu es fatigué, il y a un imprévu, tu procrastines. Donc, cette notion-là, moi, que j'enseigne de planification, c'est pour t'amener beaucoup plus d'intentionnalité. Ne pas juste rester à l'étape de Ah, ben, ce serait bien de m'entraîner 4 fois par semaine. Mais non, c'est plutôt de dire écoute, je vais m'entraîner 4 fois par semaine et voici à quel moment je vais faire mes séances de sport. Et si par contre, je dois m'ajuster parce que je suis fatigué, j'ai une journée trop occupée, j'ai un imprévu, ben, je m'adapte. Mais l'adaptation doit être une exception et non pas le fonctionnement par défaut. OK. OK. C'est un bon point. C'est un très bon point. Puis écoute, mais justement, parler des objectifs aussi, des objectifs aussi qu'on peut se fixer, comme, comme dans le cas, mettons, d'un objectif que tu veux atteindre de quoi de précis, mais parfois aussi ambitieux. Tu sais, des objectifs, ça dépend aussi du niveau de difficulté, mais admettons que tu es quelqu'un qui aime le challenge, tu es quelqu'un qui aime relever des défis, puis que tu veux te partir un objectif un peu plus ambitieux, peut-être un peu plus challengeant, qui soit peut-être pour le travail ou en dehors de travail. Quels seraient, selon toi, les outils pour au moins se préparer à débuter ou pour bien débuter l'aventure, disons? Mhm. Ouais. Un outil que j'utilise, qui pour moi est un incontournable, c'est ce que j'appelle la planification stratégique. Je vais expliquer ce que c'est. La planification stratégique, c'est tout simplement une planification inversée, où est-ce que tu pars en fait de ta date d'échéance, ta date limite en fait pour accomplir l'objectif ou le projet en question, et puis tu reviens dans le moment présent. Par exemple, je veux atteindre tel objectif pour dans 6 mois. OK? Donc, on se projette déjà dans 6 mois. Première étape, c'est déjà de miroiter un petit peu, de visualiser le résultat final. Qu'est-ce que je souhaite atteindre? Comment est-ce que je vais savoir que le résultat est atteint? Pourquoi je suis motivé à le faire? Donc, déjà, juste de miroiter, de visualiser le pourquoi, le but, ça t'amène une certaine dose de motivation. Mais et c'est un peu comme l'étape de se mettre la tête dans les nuages, dans le sens je rêve, j'anticipe, je me vois déjà en train de le faire, en train de réussir. Mais par contre, il ne faut pas juste en rester là, de se dire ben oui, j'aimerais atteindre ceci, faire tel projet. Après ça, c'est de revenir dans le moment présent, donc planification qui est dégressive. Et là, maintenant, planifier concrètement mon projet ou l'atteinte de mon objectif étape par étape pendant le délai qui m'est accordé. Donc, si, dans l'exemple que j'ai donné, si l'objectif est pour dans 6 mois, ben, qu'est-ce que je dois faire, en fait, d'ici les 6 prochains mois pour atteindre cet objectif-là?
Et là, ça, ce genre de truc-là te ramène vraiment dans le pratico-pratique, dans le concret et les deux pieds sur terre. Parce que ça t'amène après ça à venir identifier ben, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi toutes les étapes du projet, de la tâche, ou qu'est-ce que mon objectif implique que je fasse? Et c'est là que tu peux parvenir à identifier ce que j'appelle aussi un plan de projet ou encore un plan d'objectif. Donc, ça semble être un gros mot, mais c'est très simple, tout simplement une liste de toutes les actions nécessaires pour atteindre ton but. Donc, si moi, dans 6 mois, je veux avoir perdu 20 livres et que je veux avoir augmenté ma masse musculaire, bien, parfait. Qu'est-ce que je dois faire pendant cette période-là? Donc, évidemment, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine de l'activité physique, fait que mon exemple est peut-être un petit peu bâclé, là, tu me corrigeras si je me trompe, mais Non, non, vas-y, ça va. je pourrais vraiment identifier tout ce qui implique l'atteinte de ce but-là. Donc, m'entraîner 3 fois par semaine. Pendant le premier mois, faire tel type d'entraînement. Le deuxième mois, on va plutôt aller peut-être dans de la prise de masse musculaire, etc. Ça va vouloir dire aussi faire attention à mon sommeil, donc me coucher à 22h30 maximum tous les soirs. Essayer de ne pas dépasser un tel nombre de calories par jour pour être en mode de perte de poids. Et donc, tu comprends, je me projette à long terme, je vois le résultat que je vais atteindre, je reviens aujourd'hui et j'identifie toutes les étapes nécessaires pour atteindre mon but. Et puis après ça, c'est vraiment d'y aller une étape à la fois, une semaine à la fois aussi, puis d'avancer constamment en direction du but, là. Exact. Puis écoute, d'où l'importance aussi de faire appel à un professionnel qui est plus spécialisé aussi dans le domaine de l'exercice parce qu'il y a beaucoup d'éléments que souvent, tu sais, tu en as énuméré quelques-uns, mais il y a beaucoup d'éléments que souvent les gens ont tendance aussi à oublier. Puis des fois, moi, ce que je constate aussi, c'est qu'admettons, ils ont un objectif, mais souvent, ils ne viennent pas de voir les bonnes personnes ou ils vont voir, par exemple, des programmes d'entraînement en ligne pour leur objectif. Par exemple, je veux prendre de la masse musculaire, mais tu sais, voici l'entraînement que je regardais en ligne. Puis, puis malheureusement, le monde oublie aussi l'intérêt du coût-bénéfice que ça peut associer. Déjà, avoir quelqu'un qui peut coacher, donner les bonnes informations en vue de préparer son plan, justement, ce serait déjà un très bon atout. Puis des fois aussi, aller chercher, aller les mettre un petit peu les pieds sur terre, si je puis dire. Tu sais, mettons avec les stratégies, des fois, je dis, j'aimerais ça perdre tant, comme tu dis, mettons 20 livres en 6 mois. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réaliste en fonction de toi? Quelles sont tes habitudes? Puis ainsi de suite. Ça fait que, tu sais, il y a beaucoup d'éléments. Puis c'est ça qui est intéressant aussi avec un professionnel dans le domaine, autant au niveau de l'entraînement, mettons, que la gestion du temps, c'est que ces personnes-là ont les outils puis ont les connaissances pour vraiment orienter au maximum aussi la personne par rapport à ça. Mm. Oui, absolument. Puis admettons là, que l'objectif, admettons que concrètement, là, on arrive, on a les outils, on a les outils, on a notre planification de fait, on a fait nos étapes et ainsi de suite. Quand on débute, mettons dans les premiers temps, quest serait, mettons, qu'est-ce que tu pourrais donner, mettons, comme conseil ou mettons comme stratégie pour bien continuer, bien faire une bonne continuité, disons, de la préparation. Ben, après ça, la continuité de la préparation, pour moi, c'est de faire ne serait-ce qu'un point hebdomadaire qui nous ramène un petit peu à une de tes premières questions, tu sais, qui était au niveau de la préparation de la semaine, là, de l'emploi du temps. C'est que dans le sens, c'est bien beau avoir fait une fois le processus de planification stratégique, d'avoir défini notre objectif, de l'avoir visualisé, puis après ça, d'avoir établi, disons, la grosse liste, ben, le plan de projet ou le plan d'objectif. Par contre, tu le sais comme moi, et c'est ce que beaucoup de personnes, tu mentionnais l'exemple des résolutions de début d'année, c'est la grosse erreur que la majorité des gens font dans leur planification, c'est qu'en janvier, on fait le processus de planifier, on sait ce qu'on veut atteindre, mais un coup qu'on est dans l'année, pour différentes raisons, on est trop occupé, on n'a pas envie, ben on perd de vue nos objectifs. Donc, une des clés, c'est qu'un coup que tu es dedans, que tu es dans l'accomplissement du truc, pour moi, c'est de faire un point au moins une fois par semaine. C'est-à-dire que si j'ai fait mon plan de projet ou mon plan d'objectif, c'est-à-dire le fameux document qui contient tout ce que je dois faire pour atteindre mon but, c'est de te faire un suivi. À la fin de la semaine 1, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, pourquoi, quelles leçons est-ce que je peux en tirer.
Et préparation aussi pour la semaine suivante. C'est OK, bon, ben, j'ai pris du retard la semaine dernière pour X et X raisons, j'ai pas été capable de faire telle action. Ben, je vais mettre les bouchées doubles pour la prochaine semaine parce que je veux rester à jour dans ma progression au niveau de mon objectif. Et de faire ça chaque semaine, pour moi, ça te garde engagé envers le projet et l'objectif. Ça te permet de t'ajuster en cours de route selon les nouvelles informations qui parviennent à toi pendant l'année. Ça se peut que ta vie change, qu'il y ait des différentes circonstances, que tu doives t'adapter. Donc, pour moi, cette étape-là est fondamentale. Puis selon toi, mettons, quand tu parles en vue de l'objectif, là, j'ai comme eu en tête, là, peut-être que je déroge un peu, mais sur la motivation extrinsèque puis intrinsèque, je sais pas si tu l'appliques ou tu le mentionnes aussi dans tes formations. Pour juste faire un résumé pour les gens, la motivation extrinsèque, c'est que ça consiste à avoir, mettons, une récompense ou une carotte à la fin du processus ou à chaque étape du processus, tandis qu'intrinsèque, la différence, c'est que tu fais vraiment pour toi, pour les raisons bénéfiques que ça peut apporter. Je sais pas si, je sais pas, mettons, toi, si tu as des clients, des fois, qui utilisent cette forme de stratégie-là ou qu'est-ce que tu utiliserais, mettons, pour maintenir la motivation ou pour faire abstraction ou pour juste maintenir le bout, justement, jusqu'au moins l'accomplissement du prochaine étape ou de la prochaine étape de ton objectif? Mmh. Oui, ben, tu sais, dans le sens, c'est sûr, tu as mentionné l'idée des récompenses qui quand tu parles de motivation extrinsèque, ben, je pense que c'est la meilleure approche, dans le sens que avoir une récompense, ben, déjà, l'accomplissement de ton objectif est une récompense en soi. Tu sais, si c'est un objectif qui est positif, qui t'inspire, que tu as vraiment envie de faire. Donc, déjà, tu sais qu'il y a un petit dada qui t'attend au bout de la ligne là, si tu persévères, si tu réussis à garder la motivation. Donc, déjà, je pense que ça peut toucher à la fois la motivation intrinsèque et extrinsèque, mais de constamment garder à l'esprit la récompense qui t'attend à la fin du processus. Donc, visualiser toute forme de bienfait lié à l'atteinte de ton objectif. En cas de perte de motivation, ça, je pense que c'est essentiel de se reconnecter à son pourquoi. D'où l'importance encore d'avoir fait une genre de planification stratégique, d'avoir défini clairement l'objectif que je souhaite atteindre et pourquoi je souhaite Mmh. l'atteindre. Donc, si tu es vraiment dans une période, un petit désert, là, une perte de motivation, rappelle-toi pourquoi tu le fais et rappelle-toi ben, les bienfaits, la récompense, tous les mérites que tu vas avoir un coup que ça aurait été atteint. Et puis, tu sais, ça s'applique partout, là. Oui, dans le domaine de l'activité physique, si on parle d'objectifs, tu sais, de perte de poids, tout ça, mais ça s'applique aussi à tous les niveaux, là, dans le contexte du travail. Si moi, en tant qu'entrepreneur, ben, je me lance sur un gros projet, puis que je sais que le projet va peut-être multiplier mon chiffre d'affaires et que ça va simplifier ma vie, etc., me donner plus de liberté en tant qu'entrepreneur, ben, clairement, je peux aussi visualiser ce genre de bienfaits-là. Écoute, oui, c'est difficile en ce moment, on dirait que c'est une montagne, je perds la motivation, mais si je le fais, je double mon chiffre d'affaires, je vais avoir plus de liberté, ma vie va être plus simple. Donc, let's go, on se retrousse les manches, on lâche pas. On est capable, une étape à la fois. Il ne faut pas le voir non plus comme une montagne inaccessible. C'est vraiment se concentrer. Moi, j'aime aussi le fait de se concentrer sur une semaine à la fois. Un projet, ça se découpe, comme on a dit, sur plusieurs semaines, parfois sur plusieurs mois. Mettons, avec mon exemple de l'objectif sur 6 mois tout à l'heure. Mmh. Ben, sur 6 mois, tu as un certain nombre de semaines là-dessus. Donc, voilà vraiment comme cette semaine, qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Quelle est la petite action que je peux faire là, aujourd'hui, cette semaine? Et puis, un coup que ce sera fait, ben, qu'est-ce que je fais la semaine prochaine? Et non pas de voir trop gros, de voir trop loin. Exemple, ouf, c'est une montagne. Il me reste encore, j'en ai pour 4 mois de travail. On est loin. Il me reste encore 15 kilos à perdre. J'en ai seulement perdu 5. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, cet aspect-là, de visualiser les bienfaits en termes de motivation, je pense que c'est essentiel. Puis au niveau des récompenses extrinsèques qui sont externes, ben absolument, je pense que ça, c'est vraiment un bon réflexe qu'on devrait tous prendre, là, d'avoir le droit de se récompenser selon la progression qu'on fait et tout ça.
Puis, tu sais, après ça, je veux pas dire des conseils contraires aux bonnes pratiques que tu enseignes, mais j'ai un ami proche qui, lui, a vécu toute une métamorphose au niveau de sa condition physique, qui pourrait d'ailleurs être un excellent invité sur ton podcast. Il a perdu, je pense, une affaire comme 100 livres, 100 ou 150 livres en 6 mois à peine. C'était vraiment Ah ouais? une affaire de fou. OK. Puis, tu sais, pour lui, c'est sûr qu'il a fait énormément de sacrifices là, tout au long du processus. Tu sais, c'était vraiment un changement de mode de vie, énormément de discipline. Mais pour lui, il y avait vraiment des moments de crise parfois où est-ce qu'il avait le goût de tout abandonner, mais il se récompensait, par exemple, en se donnant la permission d'avoir un cheat meal. Là, par exemple, à la fin de la semaine, si j'ai réussi à faire mes 5 séances d'entraînement, j'ai le droit de me manger une grosse poutine le vendredi soir, puis ça, c'est ma récompense. Puis lui, ça l'a vraiment aidé dans le processus. OK. Ouais. Mais j'aime beaucoup le principe que tu parles de sacrifice aussi. Puis je pense qu'on pourrait prendre 2 secondes pour en parler parce que c'est sûr que quand tu veux remplir un objectif, que ce soit au travail ou que ce soit à l'entraînement, peu importe. On parle d'entraînement, mais tu sais, on pourrait donner tellement d'objectifs ou de sujets différents. Tu sais, on parlait de perte de poids, on peut parler de courir un marathon, de courir un Ironman, entre autres. Moi, je me rappelle, entre autres, là, au niveau du sacrifice, c'est j'ai un cousin, justement, dans lequel j'ai reçu dans mon podcast, puis lui, je le sais, j'étais présent autant de façon indirecte, le sacrifice, puis les moyens qu'il s'est donnés pour y arriver. Puis, puis aussi, je pense que ça pourrait être intéressant de prendre ça en compte, puis s'y préparer en vue, justement, d'assumer le fait que ça peut, que des fois, il y a une certaine abnégation, un certain geste qu'il faut poser supplémentaire en vue d'un objectif, des fois, dépendamment du type que tu as. Puis au final, tu sais, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais au final, comme tu dis, des fois, c'est des montagnes russes en fonction de notre horaire. Donc, avoir. Donc, des fois, c'est simplement se fier ou se dire que c'est temporaire, là, que ce ne sera pas de même. Là, c'est juste jusqu'à l'atteinte de ton objectif, ou encore juste pour dire que c'est simplement pour quelques semaines supplémentaires Mm. par rapport à ça. Tu sais, je pense que je considère aussi que c'est quand même important de le souligner. Mhm. Oui, absolument. Tu peux faire un bond là-dessus. Oui, ben, absolument, dans le sens que l'atteinte d'un objectif, comme tu as dit, ça y va comme une montagne russe. Tu as des hauts et des bas, il y a des moments où est-ce que tu es sur un momentum. Moi, je le vois beaucoup dans le contexte des objectifs au niveau du travail. Je ne sais pas s'il y a des auditeurs, par exemple, imaginez au travail, vous aviez un nouveau projet à démarrer, c'est un objectif que votre supérieur vous a demandé ou c'est vous-même qui vous êtes fixé cet objectif-là. Souvent, ben, vous remarquerez que l'atteinte de l'objectif ou du projet se fait vraiment avec des vagues, là, comme une montagne russe, des hauts et des bas. Tu vas avoir au début, les premiers moments de cet objectif-là, de ce projet-là, sont souvent très difficiles parce que c'est la phase de mise en marche. Donc là, ça demande vraiment de changer certains comportements, c'est d'incorporer aussi des nouvelles choses, des nouvelles routines, des nouvelles habitudes. Donc, c'est très difficile, ça demande beaucoup de volonté et de discipline. Par contre, juste au bout de quelques temps, tu te rends compte que tu atteins un certain air d'aller où est-ce que là, tu commences déjà à voir parfois les premiers bienfaits, les premiers, tu sais, en termes de sport, ben écoute, wow, je commence à me sentir mieux ou wow, on dirait que je commence à avoir tranquillement un meilleur cardio ou je me sens mieux dans ma peau, j'ai plus d'énergie. Donc, tu commences à avoir un momentum. Et là, quand tu es dans une phase de momentum, ben là, la productivité, tout ça, c'est beaucoup plus facile, la motivation, parce que là, tu es dedans, tu vois des bienfaits, tu commences tu vois que tu progresses concrètement. Mais par contre, en plein milieu du processus, quand tu te rends compte que, ouf, OK, je pensais que j'étais plus avancé, mais en réalité, je ne suis même pas à la moitié du chemin ou je suis à peine à la moitié du parcours, il m'en reste encore tellement à franchir. C'est là que parfois que tu vas avoir ton premier creux. Tu vas frapper un mur dans le sens que j'ai tellement fait de sacrifices déjà, ça a tellement été difficile et je suis seulement à la moitié, tu sais. Mais comme on a mentionné précédemment, c'est là que la motivation intrinsèque, extrinsèque, se rappeler de pourquoi on le fait, c'est important. Une étape à la fois, une petite bouchée à la fois, jusqu'à ce que tu retrouves une certaine forme de momentum et que tu puisses retrouver la force, la motivation nécessaire pour continuer d'avancer. Fait que absolument, c'est pour ceux qui nous écoutent, ça fait partie du processus, c'est normal et je pense que c'est impossible de faire autrement, là. Puis admettons là, que
mettons, on passe toutes les étapes, précédentes, genre on s'est planifié, on on a débuté, on a traversé certaines montagnes russes, certains, embûches, disons. Là, on est rendu sur notre train sur notre, excuse-moi Air l'expression d'aller, là. si je le dis bien, notre train d'aller, Ouais, c'est ça? l'air d'aller, train Que d'aller, je là, co ouais. que l'air d'aller, merci. Ouais. Des fois, les expressions, là, j'en perds un bout, mais c'est ça, l'air d'aller, quand c'est fait, puis là, mais il reste quelques temps, puis c'est là que des fois tu vois le mur, il reste quelques temps avant l'objectif, mettons, il reste quelques semaines ou encore, je peux donner l'exemple du marathon, tu as 30 kilomètres de fait, il t'en reste 10, exemple, ça peut être autant ça, autant cette analogie-là, mettons, dans ça que au travail, peu importe. C'est quoi, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire selon toi pour réussir ben, pas réussir, mais à préparer ou à ou à faire face à ces derniers 1000 aussi avant l'atteinte de l'objectif? Mettons, on est rendu au dernier 1000 là, ça s'en vient, là. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y a pas de réponse, facile, puis je veux pas que ça paraisse, tu sais, trop simpliste, là, parce que je sais que quand tu es dedans, quand tu vis ça, c'est comme une crise dans le moment, c'est extrêmement difficile. Mais je pense que tout ça, c'est lié à la notion à la question du mindset, donc l'état d'esprit de chacun, tu sais, ta force de caractère, moi, c'est ça, la force de caractère. Je pense que c'est là que ça se distingue, c'est à quel point tu le veux vraiment. Et pour ça, comme je dis, il n'y a pas de réponse facile, sinon on tombe un peu dans les clichés. Mais pour ton exemple de marathon, ben, s'il te reste encore 10 kilomètres à faire, mais que tu ne te peux plus, tu as mal partout, tu es épuisé, tu es vidé, on est d'accord que c'est toute une question de force de caractère, d'état d'esprit et de mindset. C'est à quel point tu le veux vraiment. Est-ce que tu es capable de trouver la force en toi-même, rendu là, pour endurer la souffrance, faire encore des sacrifices alors que tu en as déjà fait énormément? Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Là. Oui, mais totalement. C'est sûr que l'état d'esprit, ça peut se travailler aussi, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui l'ont acquis. Des fois, ça peut venir de plein de choses de l'environnement aussi, mais effectivement, avoir un bon état d'esprit, en fait, avoir un état d'esprit positif, surtout le maintenir du début jusqu'à la fin, je pense que c'est la clé. C'est sûr qu'il va toujours avoir des côtés négatifs, mais quand même, c'est faire preuve de résilience, en fait, rendu là. Je pense que c'est le bon C'est terme ça. en tant que tel. Exact. À quel point tu le veux vraiment, tu sais, cet objectif-là. C'est la résilience, ouais. Exact. Dans le fond, pourquoi tu veux le faire, puis c'est quoi l'importance que tu mets à cet objectif-là, c'est sûr que c'est une question que tu peux te poser vraiment dès le début. Puis j'avais aussi dans les questions comme deuxième volet, là, c'est une question plus pour moi, mettons, est-ce que c'est bon avant la fin de ton objectif, avant de remplir l'échéance, est-ce que c'est bon de penser à son prochain objectif pour rester motivé? Ou mettons, juste faire une partie 2 de ton objectif initial ou c'est bon de le faire à la fin, puis faire un compte Mmh. rendu, disons? Ouais, je dirais encore une fois que c'est propre à chacun, ici, là, selon les préférences, de chaque personne. Moi, personnellement, j'aime toujours savoir quel est mon prochain objectif, alors même que je n'ai pas terminé le premier. Dans le sens que quand je fais ma planification annuelle, j'essaie quand même d'identifier, tu sais, un certain nombre de projets que je veux faire dans l'année, mettons sur une période de 12 mois. Même un petit peu comme j'ai mentionné dans l'entrevue un peu plus tôt, on ne peut pas tout faire en même temps. C'est un projet à la fois, c'est un objectif à la fois. Donc, je vais peut-être me concentrer sur l'objectif numéro un, disons, pour mon premier trimestre. Mais par contre, j'aime savoir quel est le prochain objectif, disons, au trimestre numéro 2. Ce qui veut dire que là, mettons, il reste 3 semaines avant la fin du trimestre 1, j'ai presque fini mon premier objectif. J'aime quand même déjà savoir qu'est-ce qui m'attend après. Cela dit, j'essaie quand même de ne pas trop y mettre d'énergie pour le moment parce que avec l'énergie qui me reste, je vais essayer de la canaliser le plus possible sur l'objectif actuel que je suis en train d'accomplir. Je ne veux pas faire l'erreur de diluer mon focus, ma concentration, d'être la tête là, sur 3-4 projets en même temps. Tu es en train de finir un truc alors que tu es déjà en train de planifier le prochain. Donc ça, je fais très attention à ne pas tomber là-dedans, mais quand même, moi, j'aime savoir qu'est-ce qui m'attend après, tout simplement pour cette notion de que ben, je sais où est-ce que je m'en vais, puis un coup que j'ai terminé tel truc, voici la prochaine chose sur laquelle je vais me pencher. Euh, et oui, puis après ça, quand tu termines effectivement un projet, un objectif quelconque, un coup que c'est atteint, ça vaut la peine là, de se faire un petit bilan, une rétrospective, comment ça s'est passé, c'est quoi les leçons que je peux en retirer. Et là, à ce moment-là, quand le premier objectif est vraiment terminé au complet,
Là, c'est le temps de refaire le processus comme on a mentionné. Donc, pour mon objectif numéro 2, je vais me refaire ma fameuse planification stratégique en visualisant le résultat que je vais atteindre, combien de temps j'ai devant moi, ramener ça dans le moment présent, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire pendant la période donnée pour parvenir à cet objectif. Je me refais un plan, je refais ma fameuse semaine idéale, comme on a mentionné au début, et puis je repars une semaine à la fois. Et puis, petit conseil que je tiens à mentionner quand même, quand on parle d'atteinte d'objectifs, puis tu parlais de récompense, de motivation, je conseille très fortement, en tant que spécialiste dans le domaine de la productivité, de se permettre une certaine pause entre deux objectifs. Que la pause peut être vraiment une récompense quelconque, une sortie à l'extérieur, une journée de congé, tout comme ça peut être des vacances si vous avez les moyens et la possibilité de le faire. Mais par expérience, atteindre un objectif demande tellement d'énergie, tellement de focus que quand tu viens de terminer un truc, prends le réflexe de te récompenser, de te reposer un petit peu, penser à autre chose, t'assurer là, d'avoir c'est ça, de renouveler ton énergie physique, mentale, intellectuelle, créative. Et puis après ça, après t'être reposé un petit peu ou t'être fait plaisir, ben là, de te pencher sur l'accomplissement du prochain objectif. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Écoute, c'est tellement bien dit. Je pense que tu as résumé les différentes questions que je t'ai posées pour cette dernière partie. Donc, je te remercie beaucoup de ton temps. Écoute, je trouve que c'est des conseils qui sont super pertinents, puis je pense que les gens auraient intérêt aussi à les écouter. Puis sinon, on peut toujours essayer d'en apprendre un petit peu plus sur le travail que tu fais grâce au podcast Productif au quotidien, pour aux formations que tu donnes aussi, qui sont somme toute très pertinentes. Moi, j'ai beaucoup appris grâce à ce que tu as enseigné, ce que tu as délivré comme contenu. Puis c'est un peu une des raisons aussi pourquoi ça m'a lancé vers le podcast, parce que j'aime beaucoup le principe du canal de communication, ce que là, tu transmets de l'information. Puis pour ça, je te remercie. Puis merci encore beaucoup de ton temps. Yes, ben avec grand plaisir, puis en espérant que ça puisse aider les auditeurs de ton podcast.